nous, on va profiter sur ce plateau pour entrer directement dans notre discussion de ce soir. Vous comprendrez qu'il faille aller crescendo pour éviter d'aller dans tous les sens sur ce plateau. On fera ce bilan sur le plan économique, on le fera sur le plan politique, on le fera sur le plan de la santé, parce que lorsque je parle de rigueur et moralisation, je vois la société et bien entendu un tout petit peu d'économie. Donc, on va se servir de tout cela en seconde partie de l'émission. Donc, on va essayer vraiment d'être connectés les uns avec les autres pour qu'on n'aille pas dans tous les sens et qu'on soit sûr qu'au thème de cette émission, on est véritablement épluché ces 41 ans de magistère du président de la République, son Excellence Paul Biya. D'entame, président, puisque je l'ai dit, j'ai fini avec vous, je démarre avec vous. Lorsqu'on parle de politique au Cameroun et qu'on on a envie d'avoir en visuel le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui est à la tête du pays depuis 41 ans, apprécié des uns, critiqué par d'autres qui ont l'impression que lorsqu'on parle de démocratie, parce qu'on a souvenance qu'il a proposé, il a dit que c'est lui il aimerait bien être celui qui nous aura laissé la démocratie et le progrès. Parlant de démocratie, est-ce qu'on devrait applaudir ces 41 ans aujourd'hui ou les remettre en question? Parlant de la démocratie, ouais. Je pense qu'il y a certainement des choses à dire, mais je voudrais avec votre permission, parce que, vous savez, le 6 novembre, pour tous nos concitoyens, c'est un jour exceptionnel. Ouais. C'est un jour exceptionnel parce que le Cameroun, quand même, montre l'exemple d'une passation de pouvoir paisible. Ouais, pacifique. Oui, pacifique. Après la démission du président Aïdjo, et à son âme. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'exemples. C'est vrai qu'on avait aussi l'exemple au Sénégal. Donc c'est un jour exceptionnel pour tous les Camerounais qui ont fondé aussi beaucoup d'espoir avec l'arrivée du président Biya à la magistrature suprême. Et donc, sur le plan humain, je pense que c'est, quoi qu'on dise, c'est un jour exceptionnel, je me répète, et les Camerounais, d'une manière ou d'une autre, doivent peut-être pas célébrer, mais entrer dans une profonde méditation en se demandant qu'est-ce qu'on a fait de ces 41 ans, qu'est-ce qu'on a fait de l'espoir qui a été fortement suscité à l'arrivée du président Biya à la magistrature suprême. Donc, je vais aussi, un peu comme le copanaliste du RDPC, dire joyeux anniversaire, monsieur le président de la République. Mais je le dis à voix basse parce que... Pourquoi à voix basse, président? On le dit ou on le dit? Joyeux anniversaire, monsieur le président, vous avez raison au moins sur un principe. Le 6 novembre devrait être une fête nationale parce que ce n'est pas que la fête du RDPC. Mais on a constaté que ce n'est désormais que la fête du RDPC. Ça fait partie des questions qu'on doit se poser. Pourquoi c'est devenu uniquement la fête du RDPC? Pourquoi je le dis à voix basse? Je le dis à voix basse parce que je pense profondément que sur le plan humain, on ne peut que se féliciter de tout ce qui s'est passé là. Ça veut dire que là, avec la passation de témoins du président Aïdjo au président Biya, je pense que le Cameroun a été en ce moment-là montré comme un exemple. Voilà. Donc, je pense que le célébrer, si les gens veulent le célébrer, tant mieux pour eux. Mais la vérité, c'est que les Camerounais n'ont pas en ce moment la tête aux célébrations parce qu'ils sont dans la souffrance infinie. Et donc, pour revenir directement à votre question sur le plan de la démocratie, je pense que il y a le multipartisme. Mais il faudra rappeler que avant les indépendances, et jusqu'à, je crois, la deuxième partie des années 60, il y avait le multipartisme dans notre pays. Donc, je crois qu'il y a la parenthèse du monolithisme a été fermée, certainement avec la demande pressante des Camerounais pendant les années 90, mais aussi avec les instructions, on va dire, entre guillemets, de François Mitterrand avec
la conférence de la Baule qui a pratiquement demandé, exigé que les anciennes colonies se démocratisent. On verra peut-être, l'histoire nous dira si c'était une bonne intention ou une mauvaise intention. Il reste que sur le plan de la démocratie aujourd'hui, dans notre pays, il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas véritablement parler de démocratie dans notre pays alors que le système est verrouillé pour qu'il n'y ait pas l'alternance. Vous savez, ce qui caractérise le mieux la démocratie, c'est la capacité de l'alternance ou bien la possibilité de l'alternance. Dans le contexte actuel, c'est totalement fermé. Dans le contexte actuel, c'est totalement fermé. Il n'y a pas de possibilité d'alternance. Et c'est pour ça que notre bureau politique de samedi le 28 a demandé à nos concitoyens de se mobiliser fortement pour pousser et essayer d'imposer l'alternance au RDPC qui ne veut pas d'alternance. Et qui aujourd'hui encore est en train de faire des mains et des pieds pour poursuivre la gestion du pays. Mais dans des très mauvaises conditions, parce que si les Camerounais au moins étaient satisfaits, si les aspirations des Camerounais étaient entendues et que la vie n'était pas aussi chère, que la vie n'écrasait pas les Camerounais, personne ne poserait la question de savoir. Vous savez, en Chine, le Parti communiste chinois dirige la Chine, personne ne se pose la question. Et la Chine est aujourd'hui la première puissance économique pratiquement. Ouais. Voilà. Donc, quand on demande l'alternance, ce n'est pas parce qu'on veut l'alternance pour l'alternance, mais c'est parce que le pays est au bout du rouleau et qu'il faut passer à autre chose. D'accord. Monsieur le maire, on est là sur le plan politique. Parlant du président Paul Biya, 41 ans à la tête de l'État du Cameroun, il a annoncé qu'il voulait être celui qui a nous laissé la démocratie. Le président trouvait qu'il y a multipartisme, c'est vrai, mais le jeu est fermé et l'alternance est un tout petit peu compliquée. C'est pourquoi aujourd'hui, il faudrait penser autrement si on voudrait maintenir cette passation salutaire pour lui, où on a connu autant Ahidjo qui cédait la place à Paul Biya dans la paix. Si on voudrait continuer dans ce tempo au Cameroun, il faille à un moment donné revoir le jeu politique qui est très fermé au Cameroun. Oui, je pense que le président du MR a raison de souligner ce qu'il souligne. Mais je ne sais pas pourquoi il dit joyeux anniversaire, Monsieur le Président, à voix basse. Pourtant, il s'agit bel et bien d'un anniversaire et qui a tout son mérite, tout son pesant d'or. Voyez-vous, si on évoque la situation politique du Cameroun, je pense qu'elle est même très salutaire et très importante. C'est même l'un des aspects sur lesquels on doit beaucoup remercier le président de la République. Parce que nous sortons d'un système de monopartisme qui était même proche de la dictature, à un système de pluralisme politique qui est, n'est-ce pas, l'ouverture aux libertés. Je ne pense pas qu'il y ait un état, un sentiment humain, quelque chose de plus important qui valorise l'homme comme la liberté, parce que la liberté nous redonne notre dignité. Je pense que depuis 1982, les Camerounais ont ressenti le sentiment d'être encore des humains qui avaient retrouvé leur liberté et leur dignité de ce fait. Voilà pourquoi je pense que le président Paul Biya, qui, de façon pacifique, avait, n'est-ce pas, pris ce pouvoir, et le comparaison l'a relevé, le Cameroun avait brillé comme un exemple dans le monde entier, quand cette passation a eu lieu. Donc, de mon point de vue, la marche du Cameroun au plan politique en 41 ans est positive, pour la simple raison que nous sommes passés d'un système dit monopartiste à un système de pluralisme politique. Donc c'est un fait important. C'était une entrée dans la démocratie. C'est vrai, on peut questionner si c'était de la volonté purement camerounaise ou alors de la volonté des dirigeants, des grands bailleurs, le discours de la Baule qu'il a évoqué tout à l'heure. Mais je pense que le monde était lui-même aussi dans sa phase évolutive. Que ce soit une volonté occidentale ou africaine, je pense que la dynamique sociale était telle qu'on allait toujours un jour par vouloir aspirer à notre liberté. Et tant mieux, cela est arrivé avec le président Paul Biya, cela est arrivé avec le discours de la Baule. Les Camerounais sont au moins fiers aujourd'hui
Moi, je me rappelle qu'avant 1982, les Camerounais vivaient dans la peur. Les gens se cachaient pour exprimer leur opinion. Les gens se retrouvaient emprisonnés pour un moins que rien. De mémoire d'enfant, mon père a fait la prison pour avoir simplement créé une association de quartier, une association de solidarité au quartier, où on cotise 500 francs par jour, mais il s'est retrouvé à la BM, parce qu'on avait estimé, on avait soupçonné que le mouvement qui vient de créer avait des connotations politiques qui seraient contre le régime en place. Moi, je suis né quand mon père était à la BM. Donc, je me rappelle que c'était une époque où les gens vivaient dans la peur. Et c'est pour ça que les Camerounais ont d'abord accueilli avec beaucoup de joie l'ère du renouveau, les temps nouveaux, les temps de liberté. Maintenant, au plan politique, à mon avis, le Cameroun n'a pas perdu sa démocratie 41 ans après. Depuis 1982, le Cameroun est resté un État démocratique sur le plan du pluralisme politique, idéologique et des libertés qui avaient tant manqué aux compatriotes. Donc pour vous, tout est OK sur le plan politique, on est libre de s'exprimer, on est dans une démocratie parfaite qui fonctionne. Bon, maintenant il y a d'autres aspects. Si je vais aller jusqu'à parler de l'alternance qu'il a évoquée tantôt. Ben, c'est logique si on parle de démocratie. Je dirais que l'alternance rentre dans le jeu politique. Aucun parti n'a... Il a dit que le jeu est fermé. Bon, c'est lui qui trouve qu'il est fermé. Mais tout au moins, à chaque fin de mandat, il y a un scrutin qui est organisé. Et c'est à l'issue des résultats du scrutin qu'il y a toujours un vainqueur qui est proclamé. On ne connaît pas au Cameroun un mandat qui a été... qui a fait l'objet d'une décision présidentielle. C'est de dire, c'est moi le futur président, sans qu'il y ait élection. On est toujours passé par voie de scrutin chaque fois que le mandat a expiré au Cameroun. Maintenant, c'est de bonne guerre que les perdants soient toujours en train d'estimer que le jeu est biaisé, que ceux qui estiment que le pouvoir n'est pas assez transparent. C'est de bonne guerre. Mais je pense que de leur côté, on peut aussi relever beaucoup d'insuffisances, beaucoup de manquements qui n'ont pas permis que leur formation politique puisse, n'est-ce pas, atteindre l'aura qui mérite la confiance des Camerounais. Pour la plupart du cas, c'est des partis politiques des grandes villes, de Yaoundé et de Douala. Pourtant, le Cameroun ne se limite pas à Yaoundé et à Douala. Et généralement, lorsque le RDPC est sur le terrain, comme en ce moment, on estime qu'on est en train de fêter. Pourtant, en même temps qu'on fête, en même temps on réfléchit, en même temps on informe les militants dans l'arrière-pays de la marche du pays, des difficultés que nous rencontrons et de la confiance que nous souhaitons pour faire mieux dans l'avenir. D'accord. Vous êtes en arrière à cause de vous-même, parti politique de l'opposition, parce que sur le terrain, le jeu est ouvert, tout semble mis en place pour qu'on ait un jeu démocratique sincère et que l'environnement politique soit encore plus épanouissant, plus réjouissant. Et aujourd'hui, on devrait plutôt saluer ce qui a été fait jusqu'ici. C'est le regard de Monsieur le maire. Pourtant, vous l'avez suivi, Monsieur le Président du MR, Monsieur Bilon, trouve que le jeu est un peu fermé et que l'alternance au-dessus du pays ne fonctionne pas comme il devrait et qu'il faille un tout petit peu être d'accord sur le principe pour que ça puisse marcher. Le jeu n'est pas un peu fermé. Il est totalement fermé. Le jeu est hermétiquement fermé. Surtout lorsque les voix dissidentes sont actives. Lorsque on constate que certaines formations politiques qui tranchent là où ça fait mal sont de plus en plus actives, le jeu devient de plus en plus fermé, il est quasiment hermétique. Je vous prendrai un exemple, il est en cours. Ce n'est pas un fait de hasard pour moi d'avoir salué le régional du Sud, Jules Abessolo. C'est depuis le 14 octobre que le MRC s'est projeté de tenir son meeting à Ebolova, dans le cadre du renouvellement des organes de base. Vous avez le MSC le tenu à Bafoussam, sans problème. Nous l'avons tenu en Konsamba, sans problème. Nous l'avons tenu à Douala, sans problème. Récemment, en mai de l'année en cours, nous l'avons tenu ici à Yaoundé, à Mendon, sans problème. Depuis un mois, le sous-préfet de Bolova, premier, ça fait 4 demandes, 4 déclarations que le régional sud a déposé dans son bureau. Il se fait rare. Il ne veut pas prendre le téléphone parce qu'il refuse catégoriquement
de donner le récépissé au Régional Sud MRC pour la tenue de ces meetings dans la ville de Bolova. Entre-temps, des événements non déclarés ont eu lieu. Si on enlève celui d'aujourd'hui, aller à Bolova aujourd'hui, comme certaines villes au Cameroun, c'est l'effervescence totale. Le RDPC, dans le cadre de ses activités internes, qui est l'anniversaire de leur super champion à la tête de notre pays, oui, c'est normal. Entre-temps, le secrétaire général du RDPC a fait le tour du Cameroun récemment, Jean Kuete, y compris Ebolova, sans problème. Entre-temps, à Ebolova, il y a eu ces dons que la première dame est partie donner et tout et tout. Vous comprenez? Là, ça passe. Mais le MRC veut tenir son meeting, qui est une activité interne du parti, régie par la loi, reconnue par la Constitution. Monsieur le sous-préfet prend toutes les dispositions nécessaires pour esquiver. C'est ça, c'est pour cela que le président du MR parle d'un jeu politique fermé. Un jeu politique biaisé qui n'est pas ouvert. Qui n'est ouvert que à un seul parti, celui qui est au pouvoir, ou du moins certains de ses alliés. Automatiquement, nous sommes en train de constater que, avec la participation de l'autorité administrative, de certaines autorités administratives, avec la participation des grands corps de l'État, l'État de droit, la démocratie sont mis en berne. Or, il a bien fallu que, pendant que nous parlons d'une longévité de M. Biya, président de la République, au pouvoir, qu'on puisse au moins avoir quelques éléments qu'il va mettre à l'actif de son souvenir. Parce que quand on gère une nation, quand on gère un État, on doit penser qu'on a des souvenirs positifs à laisser à cet État. Parce qu'on ne gère pas l'État pour soi-même, on gère l'État pour les générations d'hier, pour celles d'aujourd'hui, pour celles de demain. Voilà une parenthèse. Vous parlez donc de démocratie sous le régime de M. Biya. Oui, on veut bien entendre que M. Biya a manœuvré pour que la démocratie arrive au Cameroun. Non. Le Cameroun ne connaît pas la démocratie avec M. Biya. Nous avons un témoin d'histoire en face à nous. En 1957, il y avait déjà le multipartisme. En 1957, le premier gouvernement d'union nationale est formé, qui voit André-Marie Mbila à la tête du gouvernement. Il y avait au moins 4 ou 5 formations politiques. L'Union camerounaise, les démocrates du centre, l'Action nationale dans la côte et le sud, la salle se porte plus haut, et ainsi de suite. Vous voyez? Il y avait déjà cela. Et le contexte historique à partir duquel la démocratie arrive au Cameroun ne dépend pas de la volonté d'une classe politique africaine. Il y a eu la conférence d'Arusha en 1990 qui introduit la notion de conditionnalité. Vous, pays africains, si vous voulez qu'on vous aide, vous devez faire des progrès dans le domaine de la démocratie, donc une ouverture politique en introduisant le multipartisme. C'est Arusha 1990. Relié donc par la boule. Ça, c'est pas conditionnel, donc par souciance de ressources publiques et contracter les dettes et avoir le soutien financier international que certains pays africains ouvrent. Ce n'est pas une volonté. J'ai entendu parler des grands mouvements sociaux. Oui, c'est une exigence sociale. C'est l'évolution. C'est l'évolution des nations. La nécessité d'un discours contradictoire. Ouais. La nécessité d'un discours contradictoire à un pays comme le Cameroun qui a une assise sociologique plurielle, épaisse. La nécessité d'une vision contradictoire. La nécessité de voir autrement. C'est ça qu'on appelle l'alternative. Donc, pensez autrement. Quand vous voulez penser autrement, au Cameroun, c'est M. Biya, non. Tout est bon et beau dans le sillage de la bannière RDPC. Un discours alternatif, une pensée alternative est la bienvenue pour les enfers. Automatiquement, ils sont interpellés de gauche à droite, ceux qui essaient de développer l'opinion dissidente, l'alternative. Ils sont en prison. Les prisonniers politiques, ils existent dans notre pays. Au bout de 41 ans, ce qui n'est pas normal. Et nous parlons de 41 ans. Vraiment, on ne devrait pas s'embomber de torse. Parce que le régime de présidence à vie, instauré au lendemain des indépendances, je parlerai, monsieur le ministre, en vous regardant, parce que vous êtes le témoin de l'histoire, vu votre âge. Le régime de présidence à vie,
que les Camerounais, que le RDPC semble présenter aujourd'hui comme un trophée, comme un triomphalisme. Non, c'est la poubelle de l'histoire. On n'a pas besoin des hommes forts. On n'a pas besoin des hommes qui ont une assise éternitaire. On ne gère pas un pays de manière éternitaire. Donc, le régime de présidence à vie est un vice. Et ce vice-là, nous sommes dans un contexte où l'Afrique francophone, situons toujours nos débats dans le contexte qui est le nôtre, est en train de rejeter, en bloc le régime de présidence à vie et de dynasties conséquentes que cela découle. Comme nous au Cameroun, aujourd'hui, les gens vont regarder à la télévision, Paul Biya, 41 ans de pouvoir. Oh yeah, non, c'est une honte. C'est une honte. Non, on ne célèbre pas les présidences à vie parce que les présidences à vie ne sont autres que les monarchies que l'Europe avait combattu au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Les présidences à vie n'ont rien à voir avec les monarchies. C'est pour cela que l'Occident aujourd'hui est la tête de pont des libertés, la tête de pont des droits de l'homme, la tête de pont de la démocratie, parce qu'ils ont compris que la monarchie ou les présidences à vie sont des systèmes de gouvernement qui n'apportent pas la prospérité partagée. Le RDPC, c'est qui? C'est M. Biya et ses lieutenants et tous ceux qui gravitent autour de lui. Et c'est ainsi que le pays est géré. Où placez-vous la justice sociale? Où placez-vous la prospérité partagée? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Allez regarder aujourd'hui dans la rue. Combien sont-ils? Ceux qui ont moins de 40 ans, ils ont quelle place? Pour ceux qui ne partent pas à l'étranger. Que font-ils? Le chômage, la pression sociale. La pression sociale est de taille parce qu'en 41 ans, même la politique sociale pour absorber l'énergie positive galvanisée par les jeunes, vous n'avez pas pu, mais on vient triomphaliser. Oui, c'est le triomphe, 41 ans, oui, le pouvoir, mais c'est pour en faire quoi? Je vais d'abord mettre un point de... Oui, j'allais même d'ailleurs vous arrêter tout de suite, le temps d'accueillir, vous l'avez tellement indexé, monsieur le ministre Simon Bila, sur ce plateau, que bien entendu, c'est un bonheur de vous accueillir. Vous nous trouvez alors que nous étions à l'entame de ce sujet. On parle des 41 ans de magistère du président de la République sur le plan politique, parce qu'on a sectionné pour être sûr d'être ensemble au même niveau en évoluant dans cette émission. Vous avez écouté les propos des uns et des autres. À votre avis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Merci Rosalie. Je m'excuse avec mes embouteillages. J'avais déjà annoncé aux téléspectateurs. Je suis particulièrement content quand les jeunes Camerounais se rencontrent. Chacun donne son point de vue. Vraiment, c'est très bien. Et vous voyez que la jeunesse est majoritaire aujourd'hui au Cameroun. Ceux qui ont moins de 41 ans. Donc, si la population camerounaise en 1960 était combien de millions, mais aujourd'hui, peut-être nous sommes minimum. Je dis bien minimum 40-45 millions des hommes qui vivent au Cameroun. Quand on parlait de Camerounais à 30 millions, dernièrement, il y a 5 ans, on parlait de Nigeria. Le Nigeria avait plus de 6 millions de Nigérians au Cameroun. Donc le Cameroun se développe, on voit la ville qui est un peu remplie. Donc c'est un bon signe. Le Camerounais essaye de se débrouiller. Politiquement, nous avons un héritage. C'est bien beau ce qu'on peut parler de Paul Biya. Parce que moi-même, je soutiens l'idée fondamentale qui concernait à démocratiser le Cameroun. C'est vraiment extraordinaire. Tout le monde a suivi. Mais quand vous faites l'enquête à la prison de Yaoundé, la rigueur, c'est en place. Ceux qui sont déjà en prison, c'est la rigueur. Moralisation, je ne pense pas. Monsieur le ministre, j'ai préféré réserver ces deux mots pour la fin. On va parler de politique, on va laisser la rigueur et la moralisation. S'il vous plaît. Politique, hein? Oui, restons d'abord sur la politique. C'est dommage de parler de politique. Quand vous voulez nettoyer un poulet, il faut enlever les plumes. C'est ça qui est le plus difficile, c'est un exercice. On a fait le bilan économique. Donc, non, on va respirer. S'il y avait un souci, j'aurais réagi. Non, la politique. Oui. Quelqu'un qui est au pouvoir 41 ans, voilà. C'est délicat.
Si faut c'est qu'on la touche du volonté doigt à ces populaire, réalités. Oui. si c'est la volonté populaire, c'est autre chose. Mais quand vous regardez l'évolution politique, il y a une erreur monumentale qui salit le RDPC. Quelle erreur? D'avoir fait l'article numéro 1 dans ce statut, l'UNC s'appelle désormais Non, RDPC. Ça veut dire que l'héritage de l'UNC, qui est une situation que l'histoire n'a pas encore définie. À mon avis, il ne fallait pas prendre cette façon de revenir et de changer de prénom. Vous me connaissez, Simon. Ouais. Et bientôt, je m'appelle Abraham. Vous allez dire, mais pourquoi tu es toujours le même? Je crains de dire que le parti unique n'est pas encore derrière nous. Nous sommes à l'intérieur. Pourquoi je l'ai dit? Les lois qui condamnaient les hommes politiques en 1953-54 sont les mêmes lois qu'on applique aujourd'hui, avoir tenu une réunion sans autorisation. Où est le changement? C'est ce que nous appliquons. La démocratie, ce n'est pas seulement le vainqueur ou le vaincu. La démocratie, c'est la liberté qu'on a donnée aux citoyens de décider librement, de s'organiser librement, de tenir librement leurs réunions. Mais chez nous, les vieilles lois de 53 sont appliquées. Comment vous pouvez juger ça? Qui nous gouverne alors? Avant 60 ou après 60? Cette situation est malheureuse pour certains Camerounais qui ne vivent que éloignés des affaires politiques. Il faut aussi juger la démocratie quand il y a consultation, avant et après. Ce qu'il souhaite d'ailleurs, le président. Donc vous verrez que bilan. les résultats vous permettent de dire que c'est la population qui a choisi. Mais quand nous sommes 30 millions, à peine 3 millions votent, 2 millions et demi votent. Donc la majorité est exclue. Ceux-là, c'est tapent la poitrine qu'ils ont gagné. Ils ont gagné contre qui? Moi, je vois qu'ils ont gagné pour la continuité. Et ça encore, quand le président, que je soutiens depuis, a juré la continuité, a transformé l'UNC en RDPC, ou à Bamenda. Je me demande, est-ce que politiquement ou historiquement, comment on va qualifier si les méthodes sont les mêmes? Sont les mêmes. Je félicite ce qui a été positif. Il y a beaucoup de choses qu'on doit souligner. On peut en avoir quelques... Une de ces choses positives, par c'est exemple, important. les écoles, les universités, bon, les télévisions, les radios, mais au fait... c'est le président qui a ouvert les télévisions et les radios. Non, parce qu'il n'y avait pas. Non, ce sont des actes démocratiques. Ah, non, il faut le reconnaître. D'accord. Mais... Et les écoles sont aussi des actes démocratiques? Oui, il y a plusieurs universités officielles, privées. C'est vraiment quelque chose qui peut se construire à l'intérieur d'une démocratie. On vous laisse la liberté de réfléchir, de former les jeunes. C'est un côté positif. Mais il y a aussi un autre côté dans cette façon de dire qu'il y a la liberté. Il y a le nombre de bars. C'est un exemple. Si on se renseigne auprès d'un bon docteur, il va vous dire que si vous buvez beaucoup, votre cerveau est déréglé. Vous êtes enceinte de quadrupler. Vous êtes en train de vouloir tomber si vous êtes fort, vous restez debout. Donc si un peuple est à moitié sourd, vous voyez, les vrais problèmes de ce peuple ne seront plus réfléchis par ce peuple. Bien sûr. Alors, mon problème, c'est qu'on ne doit pas tellement parler du président de la République. Il faut qu'on parle des Camerounais.
Pour l'instant, c'est le président que nous célébrons. Non, non. On fait comment pour parler des 41 ans du président et de parler des citoyens? Non, non, on célèbre le président camerounais. Oui. Donc, le président des Camerounais. Ah. Donc, il faut peut-être... Moi, c'est ma façon de voir le problème. Je me dis, alors, pendant 41 ans, qu'est-ce qu'on a marqué positivement comme le vivre ensemble? Est-ce que si un Camerounais honnête parle, il va dire que la politique c'est 100% OK au Cameroun, la liberté est vraiment là, et toutes les méthodes, tous les grands cerveaux, on vous nomme dans leur parti. Tous les professeurs, on vous nomme. Un sous-préfet qui doit appliquer les lois qu'on exige qu'il applique, il rêve de devenir préfet. Donc, dans la politique camerounaise, on peut dire honnêtement qu'au Cameroun, si tu veux grandir, il faut être dans le parti unique. Le parti unique qui a changé de nom. Devenu RDPC. Non, qui a changé de nom. Bon, ça sonne bien, le nom est changé. Regardons la vérité des faits. Quel est le préfet ou le sous-préfet peut librement dire que je suis dans tel parti? Ce n'est pas possible. Monsieur le ministre, ils sont tous au RDPC. Mais attendez, je voulais... c'est la conclusion que je voulais... Mais je voulais dire que tous les dirigeants de notre pays doivent être dans le parti qui est au pouvoir. Mais quand tu veux accuser le RDPC, que c'est vous qui êtes... Non, nous sommes près du pouvoir. Ils ont même honte de se dire que nous sommes au pouvoir. Eux-mêmes, tout se remarque. Alors, j'aime réclamer le projet de société de Paul Biya, parce que cela nous a mobilisés, croyant qu'on va implanter la démocratie. On a déjà même le Sénat, on a des choses. Mais le contenu, On a des institutions creuses. Oui. Nous avons la justice, on se connaît. Tu peux battre un grand RDPC à la justice. Non. Donc, la façon de nous gérer, on risquerait de se dire, d'ailleurs la preuve, quand on fête notre président, c'est un parti qui fête. Pas des Camerounais qui fêtent leur président. Donc si les RDPC fêtent leur président, où est le nôtre? Donc cette façon de conduire les gens, avec la force, avec les méthodes que nous connaissons, avec la police orientée, avec tout ce qui est là, pour soutenir un parti, moi vraiment, en toute honnêteté, j'aurais souhaité qu'il y ait un parti unique. D'accord. Qu'on ne tire pas. Qu'on ne valide pas l'existence d'autres partis pour après les rendre infonctionnels comme il le disait tout à l'heure. Le résultat est qu'il y a plusieurs partis, mais les Camerounais ne sont plus ensemble. Quand ils veulent discuter des problèmes du Cameroun, c'est comme si c'était des étrangers au Cameroun. Et ce système ne nous rapproche pas les uns des autres. D'accord. Ce qui force qu'on dise que nous avançons, nous sommes encore un pays démocrate. Personne n'y croit. Mais on le dit quand même. On le dit parce que c'est un refrain. Quand vous bien chantez, même on chante mal, mais les refrains, tout le monde a retenu, vive le RDPC. D'accord. Vous vouliez réagir, monsieur le maire, vous l'avez tellement fait. Je voudrais vraiment réagir pour m'inscrire un peu en faux avec certaines convictions, notamment celle du camarade du MRC et celle qui vient de se terminer avec le ministre Mbila, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je comprends aussi qu'il est quand même militant de l'UPC. Et je voudrais relever que lorsqu'il dit que au Cameroun, pour avoir l'ascension, il faut être du RDPC, je voulais quand même rappeler que si je m'en tiens à sa présentation, il fut ministre mais étant de l'UPC. Donc il n'a pas été militant du RDPC pour devenir ministre. Non. C'est bien parce que... Il ne faut pas confondre. C'est ça que je veux nous avons fait une alliance pour l'implantation... Non, c'est très important. Pour l'implantation de la démocratie. Aujourd'hui,
nous continuons à soutenir l'idée que le Cameroun doit devenir un pays réellement démocratique. Sinon, si vous n'aviez pas fait cette alliance avec le RDPC, il n'aurait pas été ministre, c'est ce qu'il est en train de dire. Ah, ok. C'est ce qu'il est en train de dire, comme quoi il faut être dans le RDPC pour être quelque chose. Que le RDPC est un parti d'ouverture. Il avait accepté cette collaboration avec l'UPC. Non, il en avait besoin. Il n'en a pas forcément. Il en avait besoin. Si on remet les choses dans leur cadre, comme ça s'est passé, le RDPC avait besoin de cette alliance. À nous écouter, chacun gère son temps, ça serait mieux. Ah non, rassurez-vous, on va discuter. Voilà. On va discuter, on est également en train d'informer les gens qui nous regardent. Quand ça se passe dans l'histoire, le RDPC avait besoin de cette alliance. Et le ministre, mais maintenant, la suite... C'était pour soulever qu'il n'y a pas que les gens du RDPC qui ont eu l'ascension dans ce pays. Nous connaissons des personnes sorties de la société civile et même des partis d'opposition qui ont eu des promotions dans ce pays. Et je voudrais également relever lorsque on parle, le MRC le dit si bien, ils ont tenu des meetings partout. Il faut dire qui ont les faveurs du RDPC. Bon, moi je ne peux pas le dire, je ne sais pas si ce sont des faveurs. Ah oui, mais c'est eux qui autorisent. Moi je comprends que ça peut être des collaborations comme la vôtre, qui est normale en démocratie. Partout, il y a des alliances politiques. Le MRC vous cite Bafoussam, Douala, Yaoundé, où ils ont tenu des réunions. Et sauf à Ebolova. Et à Ebolova, ils en font un scandale. Sans s'interroger, est-ce que où ils étaient à Bafoussam? C'était pas les sous-préfets du RDPC qui ont autorisé? Merci pour les sous-préfets du RDPC. Ceux qui étaient à Douala, c'était pas les sous-préfets du RDPC. Voilà. Pourquoi celui d'Ebolova seul se opposerait? Mais il y a des raisons qu'ils ne peuvent pas dire sur un plateau. Il y a des difficultés dans la procédure qu'ils ne peuvent pas exprimer. Comment donc comprendre qu'un sous-préfet qui est à Ebolova et qui est à Douala autorise, le MLC a tenu une assemblée, celui qui est à Bafoussam autorise, il n'a aucun problème, mais subitement, celui d'Ebolova devient celui qui ne peut pas autoriser. Je crois que vous posez la question au sous-préfet d'Ebolova. Non, moi je pense aussi, MRC. on ne peut pas rentrer dans les débats qu'on voit dans les réseaux sociaux pour expliquer. C'est pas le réseau, je ne suis pas du réseau social. Je vous parle d'une information. Et je suis du Sud. Et je suis dans la commission qui négocie ce récépissé. Permettez que moi je vous... Non, parce que vous êtes de survoler. Je vous ai écouté. Permettez que moi... Non, vous devez bien situer les Camerounais. J'ai souffert de nous disons que... de vous écouter. Non, nous devons éclairer les Camerounais. Pourquoi est-ce que le sous-préfet de Bolo va premier depuis le 14 octobre jusqu'en date de le récépissé de tenue de réunion publique au MRC à Ebolova? Et la question de... Ça fait un mois. Laissez-moi éclairer. Ça fait un mois. Laissez-moi éclérer les citoyens. Vous n'avez pas des éléments d'information pour les éclairer. Vous avez tenu pratiquement 8 assemblées générales sans que le sous-préfet interdise. C'est pas ce que vous avez dit. Bafoussam, Douala et Bolobetoua. Pourquoi je suis dans sur ce sujet? À votre avis, pourquoi ça bloque? Dire que pourquoi ça bloque? La procédure à Ebolova est viciée. Et pourquoi? Le dit c'est des raisons que le sous-préfet leur a expliqué. Il y a eu changement de lieu. Il y a eu quel changement de lieu? Il n'y a pas de changement de lieu. Non. Il y a eu... Bref, non. Je vais juste demander. Ce débat-là n'a pas lieu d'être. Même prendre le téléphone jusqu'à ce matin. Laissez que je m'exprime. Jusqu'à ce matin, on ne va pas se comprendre. Allez-y, continue. Je voulais juste relever qu'on ne peut pas être dans un même pays, avoir les mêmes sous-préfets, qui d'un côté autorise et de l'autre interdise, et on renvoie ça à la faute du parti au pouvoir. Moi j'ai envie de dire que le sous-préfet refuse pourquoi? Les informations que vous avez, monsieur le maire, ça peut être que le sous-préfet même peut personnellement être zélé. Qu'est-ce qui empêche qu'il extrême, il puisse traduire faire même un recours? Pas de sous-préfet zélé, c'est ce qu'on dit. Ça peut arriver. C'est pour ça que l'administration, c'est pas pour autant l'administration doit briller par une certaine neutralité. Ok, monsieur le maire ne voudrait pas qu'on fasse le lien avec le RDPC. C'est le parti ou c'est le gouvernement. Il peut arriver que quelqu'un soit zélé de sa propre initiative. Le RDC n'encourage pas les autorités à mal faire le travail. Si vous avez fait ailleurs, sans qu'il y ait problème, pourquoi ça ne se ferait pas à Ebolova? Et je peux imaginer, soit votre procédure est viciée, soit le sous-préfet a raison que nous ignorons, soit le sous-préfet donne une autorisation après avoir analysé l'environnement. Il a des raisons de sécurité publique, d'ordre public, qui peuvent amener, qui refusent une manifestation. Donc, ce n'est pas un refus de sa simple, son bon vouloir. Il peut avoir des raisons.
que je ne peux pas énoncer ne tend pas. Mais monsieur le maire, on a donc un souci. Si vous ne pouvez pas justifier pourquoi le sous-préfet ne signe pas, pourquoi vous le défendez sur le plateau? Ça a été fait et que lui, il rattache ça. Est-ce que ça ne justifie pas donc que les gens fassent le rapprochement entre l'administration et le parti que vous représentez? Il faut questionner le sous-préfet. Si possible, il y a des voies de recours qui peuvent utiliser. Faire des rapprochements, des conclusions, c'est le RPC, c'est le gouvernement, alors que ça peut être sa propre initiative. D'accord. Il y a des voies de recours. Oui, Président. Oui, je voudrais un peu revenir sur les propos du représentant du RDP. Je crois que c'est le maire Toundé. Monsieur le maire Toundé. D'abord, il a semblé un peu soulever le fait que je salue, que je félicite le président à voix basse. Vous savez, nous sommes au mouvement réformateur, un parti profondément humaniste. 41 ans de magistère, 90 ans de vie sur cette terre, sur le plan humain, c'est exceptionnel. Donc, sur le plan humain, je pense que on ne peut que féliciter l'homme. Je dis bien l'homme. Et ça n'a rien à voir avec le bilan politique qui est catastrophique. Et je le dis très bien, parce que quand je dis que le jeu politique est bloqué, est verrouillé dans notre pays, il y a des éléments factuels. Il y a, je crois, en août, le mouvement réformateur a saisi le Conseil constitutionnel sur l'inconstitutionnalité de l'article 121 du Code électoral. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Vous avez un article dans le Code électoral qui verrouille la participation aux élections présidentielles. C'est le verrouillage. Vous avez que le RDPC, après un consensus républicain en 90... Je ne vous coupe pas la parole. Pourtant, vous avez demandé tout à l'heure... puisse mieux éclairer. Est-ce que c'était au Conseil constitutionnel de connaître de cette disposition que vous venez d'évoquer? Est-ce que ça relevait de leurs compétences? Je vous dis que le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Est-ce qu'ils n'ont pas il reste que... D'ailleurs, une question du Code électoral. Je peux même vous dire qu'il a saisi d'une manière ou d'une autre les autorités. Parce que, vous savez, on a quand même, normalement, le Conseil constitutionnel est là pour juger de la constitutionnalité des lois. Et en principe, il ne doit pas exister de loi anticonstitutionnelle. Voilà. Vous comprenez? Si vous avez dans le dispositif législatif des lois qui sont anticonstitutionnelles, ce n'est pas bon. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la loi est élaborée de telle manière que le Conseil constitutionnel puisse seulement intervenir a priori, pas a posteriori. Ce qui est grave. Or, a priori, pour qu'il intervienne a priori, il doit être saisi par le président de la République, disons pour faire simple, seulement par les gens du RDPC. Il ne peut pas être saisi par les populations. Vous comprenez? Donc c'est un problème. Donc c'est des éléments de verrouillage du système. Vous avez aussi un élément factuel. Vous avez aussi un élément factuel. Ça veut dire qu'après un consensus républicain, après les villes mortes et tout ça, il y a un consensus pour le partage du pouvoir sur la durée. On a dit pas plus de 2 mandats. Ça a été repris dans la Constitution de 96. Vous comprenez? On a levé le verrou. Et c'est un coup d'État. Constitutionnel. Vous comprenez? C'est un coup d'État. Donc quand on dit que le système est verrouillé, c'est qu'il y a des éléments factuels. On ne le dit pas en l'air. Donc le système est vraiment verrouillé. Et puis le ministre a très bien relevé la difficulté que les Camerounais ont à s'inscrire sur les élections. Au Ghana, lors de la dernière présidentielle, il y avait 17 millions d'inscrits. Nous avons à peu près la même population. 17 millions d'inscrits. Au Cameroun, vous avez à peu près 3 millions d'inscrits et vous avez à peu près la moitié des gens qui participent. C'est le verrouillage. Or, nous, par exemple, nous avons proposé à Elecam de faire du porte-à-porte pour inscrire les Camerounais. Ils partent se tenir dans les carrefours. Vous passez là, vous mettez votre nom. Après, vous ne savez même pas où vous allez retirer votre carte. Donc, on fait tout pour que les Camerounais ne s'inscrivent pas. Donc, ça, c'est les éléments du verrouillage. Et puis, peut-être pour finir sur le verrouillage, il y a la gestion même des élections. Et là, vraiment pour la petite histoire, je pense que, paix à son âme, le RDPC a, peut-être même plus que le SDF célébré, le feu John Foudi. Pourquoi? Parce que tout le monde a dit au RDPC qu'il
il a empêché qu'il y ait une guerre. Il a empêché pourquoi? C'est à vous peut-être de répondre. Je peux répondre si vous me permettez. C'est à vous de répondre. C'est pour dire qu'effectivement, on a reconnu de manière implicite qu'on a torpillé les résultats en 92. Vous comprenez? Donc c'est verrouillé. Si on ne veut... Et ce qui est dramatique, c'est que... Et c'est ce que nous avons dit au Conseil constitutionnel, lorsque nous étions au Conseil constitutionnel. Nous avons dit au Conseil constitutionnel qu'il n'est pas seulement juge de la constitutionnalité, il est aussi juge de paix et de la concorde dans notre pays. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on ne prend pas des dispositions pour prévenir ou bien pour empêcher la déflagration du pays, on a des exemples où après, c'est des morceaux qu'on ramasse. Donc, c'est bien de fêter aujourd'hui, c'est bien de dire qu'on est très fort, mais il faut savoir que derrière ce verrouillage, lorsque la marmite explose, elle explose pour tout le monde. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter par rapport. Oui, M. Mengue. Oui, je crois que au-delà de tout débat, chacun d'entre nous a un certain niveau de conscience, nous les Camerounais, que vraiment, en 41 ans sur l'aspect politique, le régime Biya n'a pas du tout brillé en termes d'apport. Parce que la finalité c'est quoi? C'est d'observer une société égalitaire, une société harmonisée. C'est ça le rôle du politique, c'est-à-dire créer les meilleures conditions et les conditions d'une société harmonisée, comme je l'ai dit. On n'est pas au pouvoir pour être au pouvoir. Il faut construire la société. Et aujourd'hui, les Camerounais ont du mal à se retrouver. C'est pour cela même que certains se retrouvent dans des refuges. Certains refuges, l'ancien ministre l'a évoqué tout à l'heure, quand il parle des débits de boissons, c'est au même titre que les églises. C'est-à-dire ce sont des refuges dans lesquels se retrouvent les Camerounais parce que, en fait, ils se sont déconnectés de l'intérêt général. Déconnectés pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas parce que M. Biya a fait de l'intérêt général une propriété de son clan dont la survie de sa longévité dépend. Ça fait que une société égalitaire est loin de nous. Une société de justice et libertaire est loin de nous. Oh, il est écrit paix, travail, patrie. La paix ne se proclame pas, elle se construit. Elle se construit par l'ouverture politique. Il faut ouvrir le jeu politique. Parce que ceux qui militent dans d'autres formations politiques pensent à l'alternative, qui est différente de l'alternance. L'alternative, ça veut dire que penser le Cameroun autrement dans un autre cercle. Donc, il n'est pas, même pour vous, dans le RDPC, il ne serait pas, quand je vois votre âge, vous avez un âge normal, c'est-à-dire vous allez vivre les fins de ce régime et vous allez comprendre que tout ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui, tel que la décrispation du jeu politique, tel que la liberté des institutions politiques, tel que on appelle ça la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire l'administration ne doit pas se retrouver la tête de la reine politique qui juge de quelle opportunité une formation politique doit gérer sa calendrier politique ou pas. Non, ce n'est pas ce que dit la loi. L'état de droit, c'est un état qui est régi par la loi. C'est-à-dire le gouvernement n'a pour mettre que la loi. Et la loi est claire. Quand vous voulez organiser votre activité politique, vous déclarez votre manifestation. Le sous-préfet vous délivre le récépissé. Et s'il ressent un danger, il y a des alternatives, sauf l'interdiction. Parce que nous sommes dans un régime de déclaration et non d'autorisation. Nous l'avons admis, c'est une loi de 90 pour faire justement éclore la démocratie et faire vivre le multipartisme qui est très important pour notre pays. Parce que les partis uniques, quand nous avons décidé de tourner le dos, c'est parce qu'on a vu le danger. On ne va tous pas s'accrocher dans votre vision. Donc laissez que les formations politiques, même si elles sont une gêne pour votre cap, qu'elles puissent se développer. Nous, on a besoin de s'exprimer, non pas seulement dans dans les médias, mais sur le terrain. Nous voulons, le Bolova, c'est la capitale de la région du Sud. On ne va pas verrouiller la région du Sud. On ne va pas prendre en captivité, ça c'est le fond du problème. Je vous parle comme un natif d'Akomde, je suis de Ndiangoto. Parce qu'on ne va pas nous mettre en captivité dans le Sud. On n'est pas obligé de s'accrocher seulement dans le RDPC. Nous tenons, le MSC tient les meetings partout et Bolova ne sera pas un pays à part. Et ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez qu'il y a 2 ans à Mongon, à Biété, le MSC partait pour une cérémonie à Bolova où tout l'état-major de Bolova, on a mobilisé
tout l'état-major de Boulogne, le monsieur, le préfet, le sous-préfet, le cocon, pour venir mettre la barrière. Non, nous devons sortir de cette ère-là. Je vous en prie. Il n'y a rien à justifier là. Décrispons l'atmosphère politique. Pour que nous ayons une société d'égalité, de liberté, de justice et pour que vive la paix. Il y a une constitution et non un slogan politique. D'accord. On va faire parler quelques téléspectateurs avant de poursuivre avec cette émission. Monsieur le maire, vous n'allez pas justifier toutes les plaintes de tout le monde. Hein. Sinon, on ne va pas avancer dans l'émission. D'accord. Ouais, tenue scintillante en ce début de semaine, compris pour le 317. Lui du partillon du chassement qui est toujours dans des batailles contre le lion. Monsieur le laudateur du partillon pyromane envoyé par ses caciques, des caciques hypocrites nutritionnels. Le réformateur, pour quelle proposition dans cet univers politique où le culte nutritionnel prime sur les idéologies attendant le congrès autour du Mbongo Tchobi? Ce triangle Biameroun est une monarchie républicaine atypique du fait que nous y voyons des hommes politiques qui jouent avec des mots, plongeant le peuple dans des ténèbres à vivre un code électoral verrouillé, démocratie, absence de l'alternance, l'insécurité sur les plans professionnels et environnementaux, des guettes à l'appel pour une rapide à satisfaire leur envie biologique. Aujourd'hui, ils sont des différents coins et recoins pour une éternité au sommet d'étudier. Monsieur le maire, mieux être avec un dictateur éclairé qu'un piètre ange. C'est ma soeur Thomas qui nous écrit. Bonsoir Madame Rosalie, c'est 41 ans d'échec dans tous les plans. Démocratie, les critères démocratiques inclus. 1. Élection libre et équitable. Au Cameroun, le code électoral falsifié, la corruption, achat de conscience. 2. Participation politique et possibilité de former des partis politiques. Non, les taux de participation au Cameroun sont toujours ridicules aux élections. 3. Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les prisonniers politiques, impossibilité de manifester au Cameroun. 4. Parlons de séparation des pouvoirs et indépendance du système judiciaire. Biapol nomme des magistrats qui lui sont logiquement inféodés. 5. Liberté d'expression, de presse et d'association. Martinez est mort pour avoir parlé. 6. Transparence et responsabilité gouvernementale. La transparence, c'est l'opposé du régime de Biya. Corruption, détournement, recrutement opaque. 7. Protection des minorités et égalité devant la loi. Et Rosalie, les copains de Biya en fonction nous écrasent et nous narguent avec notre argent qu'ils pompent. Les riches enferment les pauvres en donnant l'argent aux corrompus de juges. La suite arrive. C'est Franck depuis Emana qui nous écrit. Un magistère est nul dans l'ensemble, pétri de chômage, de meurtres et de prévaricateurs. Voilà ce que nous retenons de ces 41 ans. Yves Bertrand depuis Bonabérido. Voilà. On va au Gabon. Bonsoir Madame Rosalie, excusez, je voudrais poser quelques questions au monsieur qui crie sur le plateau. Quel est le parti qu'il adhère? Les Camerounais comprendront pourquoi je pose la question. De 2, est-ce parce que notre première copine et notre deuxième copine vous ont accepté, que la troisième vous refuse, que vous allez accuser son père? Est-ce parce que Bafoussa Medouala vous ont accepté, qu'Ebolo doit forcément aussi vous accepter? Je crois que c'est pas une question d'acceptation, mais de faire parler la loi. C'est de ça qu'il est question. Voilà, ça c'est pas un problème d'accepter ou de refuser. C'est pas un problème de mariage, mais d'appliquer la loi. Je veux qu'on se comprenne. Hein. Sa revendication n'est pas l'amour. Non, c'est pas la même chose qu'il est en train de dire. Lui, il parle d'amour comme s'il y avait besoin de demander quelque chose. Bien, ma bien-aimée Rosalie, là on est en Côte d'Ivoire. Avec Biya au pouvoir, tous les Camerounais, même les bébés, lisent-leur. Les militants du RDPC même sont incapables de faire le bilan de leur gourou. Ma bien-aimée Rosalie, nos frères... bon, je ne vais pas aller leur demander ce qu'ils ont vu. Je viendrai moi-même voir. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Pancras, bonsoir Rosalie, à tout ton panel. Vraiment, on ne sait même plus quoi dire sur le PLA concernant ces 41 ans de règne. La seule chose qui devrait préoccuper la jeunesse camerounaise, c'est comment faire pour qu'ils partent. Un bonsoir particulier à mon chéri Ghislain, que j'aime beaucoup. C'est Pancras qui nous écrit depuis Guidère. On sert aussi à ça. Bonsoir, le plateau et belle émission à vous. Là, je suis au Congo. Le sous-préfet a été menacé par les populations sous prétexte que le MRC passe son temps à les insulter, dontolâtres, paresseux, fainéants, prostitués. Ils ne sont pas prêts à les recevoir dans leur village pour qu'ils viennent les insulter sur place, face à face. 41 ans de magistère, c'est la souffrance et la misère. C'est Arthur qui nous écrit depuis le Congo.
ce soir, donc il est au Congo, il connaît ce qui se passe aussi au C'est Cameroun. Rebonsoir, Madame Rosalie. Vous faites comment vous pour traverser quand les autres souffrent et se plaignent de ne pas passer à la trappe? Oh là là. Et il y en a qui réussissent à revenir 2 fois. Bonsoir le panel. Pour reprendre Célestin Monga, ces 41 ans constituent une parenthèse historique regrettable. Bonsoir Monsieur Ouna. Bonsoir, la Rose nationale. En 41 ans, on est passé de la République du Cameroun, d'un pays dont le rêve était permis, à la République du Biameroun. Un pays dont les rêves sont éteints avec tout ce qu'il y a de négatif. Le régime Biya a toujours géré le pays par embuscade et on a toujours assisté au trafic d'influence, les intimidations, vol massif de fonds publics, corruption. C'est ce qui arrive quand un régime n'a pour seul moyen de gouvernance que le marteau. Le seul réflexe est de cogner. Merci à toi, Rose, pour ce que tu fais pour nous, les Amba Amba. Que Dieu te bénisse, Wadibé Service depuis Kaélé. La Rose nationale en 41 ans, les États-Unis ont connu 6 présidents. La France, 5 présidents. La Côte d'Ivoire, 5 présidents. Le Sénégal, 3 présidents. Le Cameroun, et 41 ans, 1 président. Vive le RDPC, vive Biya, vide le Cameroun. On a dit vide le Cameroun. Bonsoir à tous, j'aimerais que le monsieur du MRC m'explique en quoi ce mouvement est un parti politique, car pour moi jusqu'ici le MRC n'est représenté dans aucune institution parlementaire. C'est monsieur Mvondo qui nous écrit. Bonsoir, en 41 ans, beaucoup de sang a coulé, 1984, 1990, 2008, le sang coule quand la politique a échoué. C'est monsieur Ngomé qui nous écrit depuis EDEA. Bonsoir Rosalie, à votre panel. Déjà mes condoléances aux victimes de cette guerre injuste de ce jour à Manfé. Oui, justement, concernant le bilan des 41 ans de monsieur Biya, regardez juste l'état de Yaoundé, qui est censé être sa maison, le siège de ses institutions, l'état de salubrité et de vétusté de cette ville nous renseigne à dessein sur le bilan de ce monsieur en 41 ans. Edmond depuis Mimboman. Bonsoir Rosalie, priez de dire à ton conseiller que la démocratie c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Or avec un conseil constitutionnel RDPC, et les CAM RDPC, l'administration RDPC démontre son ignorance. Bonne suite, c'est Rock qui nous écrit. Et bonsoir très cher René, joyeux anniversaire, 41 ans de magistère. Le RDPC est très puissant. Vous allez parler, vous fâcher, y compris moi-même. Ce parti va toujours gagner. Dans tout le pays, c'est la fête. Et merci, je viens d'apprendre un nouveau mot, magistère. C'est Achille Aimé depuis Stade Sicam. J'aime tellement cette émission. C'est la meilleure. Merci d'être connecté. Bonsoir madame. Transmettez mon bonsoir au panel. Vous allez, il n'y a pas de démocratie au Cameroun. C'est plutôt la démocrature ou la démocratie dans ce pays. En 41 ans de magistère du grand Nomgui, on ne parle que des crises sociales, des fermetures, des privations de société, de Covid Gate, de Can Gate, d'Olympic Gate. Si monsieur Amadou Aïdjo pouvait revenir des morts pour ne serait-ce qu'une minute, il regretterait son choix du 4 novembre 82. Rosalie, nous attendons seulement la main divine pour nous délivrer. C'est Flaubert Araïna depuis Yagua dans l'extrême nord. On va poursuivre cette émission en parlant, on reste dans la même tendance, mais on va parler de rigueur et moralisation parce que ça va englober tout ce qui est économique, société et tout le reste. Donc ça ne sert à rien de découper pour là. Et je démarre avec vous, monsieur le ministre. Vous avez semblé à l'entame de votre propos vouloir nous expliquer cette rigueur et cette moralisation. Aujourd'hui, j'ai envie de demander où en est-on. Ça a été le cheval de bataille du président Biya quand il arrive à 82, il a dit qu'il veut qu'il y ait la rigueur au Cameroun, que la moralisation soit établie. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Vous savez, la machine est en cours. Ah, d'accord. Nous ne sommes pas encore arrivés à la gare. En réalité, nous avons assisté au démarrage de... Il est là depuis plus de 50 ans. Parce qu'il était d'abord Premier ministre. Oui, bien sûr. Donc, il avait un programme que moi, je soutenais. Même aujourd'hui, je pense qu'il nous faut cette démocratie, parce qu'il a promis. Mais je suis témoin du revirement de la situation. D'accord. Premièrement, le nouveau nom RDPC, c'est l'UNC qui est derrière, a lutté contre la démocratie. Donc contre le nouveau président.
a défilé contre nous. Il n'a pas construit un entourage bien choisi. Il a préféré la continuité. Ouais. Et ceci fait que, avec le coup d'État qui a raté ou même lui-même il devait perdre sa tête. La politique qu'il devait suivre a été complètement perturbée. Ah, d'accord. Perturbée parce qu'il a utilisé les mêmes qui étaient là avant, les mêmes qui défilaient contre la démocratie et les mêmes qui ne peuvent pas appliquer la démocratie. Il y a un troisième point, c'est que dans l'opposition, moi je suis dans l'opposition, nous avons constaté à Douala que tout le monde a défilé le seul mot, Biam Mosgo. Mousgo. Il a dit, mais quoi? Je vous apporte la démocratie, c'est moi que vous voulez mettre dehors. Il a dit, Biayen. Le revirement est parti de comme ça. Et donc, toutes les lois qui sont conçues maintenant, toute l'organisation, c'est pour mettre les barrières. Et cette démocratie n'est plus possible. Qui va utiliser, qui va mettre en pratique l'idée que les Camerounais ont acceptée. La déception part de là. Et puis, moi j'ai dit que quand vous organisez, vous voulez que le pays participe. Ouais. Le vote devrait être proportionnel. La proportion permet à plus de 30-40 partis. C'est la raison pour laquelle les uns et les autres sont en train de contester ces résultats, du fait justement que la quantité, le nombre de Camerounais qui participent n'est pas équitable. Voilà. La proportionnelle allait faire de l'Assemblée nationale une vraie rencontre où plusieurs idées sont gérées ensemble. Qui a poussé même l'organisation d'un homme fort? Il faut chercher, parce que le colon, on dit que je suis anti-colon, peut-être c'est vrai, voulait un homme fort, avec qui on peut négocier. Et il y a une preuve, si à Yaoundé, quand on construisait le petit tunnel là, devant la province, on dit que l'ambassadeur de ce pays est parti à la présidente, il est revenu avec le dossier de 12 milliards. Voilà comment les choses se passent au Cameroun. Quand on est au Cameroun, on finit par comprendre que ce qui se passe, ce ne sont pas les Camerounais. Mais monsieur le ministre, je suis avec vous, je ne vous retire pas votre parole. Si je suis votre trajectoire, vous voulez dire que quelqu'un est venu de lui-même, il a dit je vais installer la rigueur, je vais installer la moralisation, après il ne peut pas l'appliquer à cause des autres? Est-ce qu'il a organisé le coup d'État lui-même? Ok, donc il n'a pas réussi à appliquer sa vision parce qu'il a été effrayé. Oui, nous parlons de politique. Il avait un programme de société et les conséquences, ceux qui sont contre la démocratisation du Cameroun, ont déclenché tout ce que nous avons vu. Et jusqu'aujourd'hui, tenez-vous bien, les problèmes de l'extrême nord, c'est commencé par les coupeurs de route. Et puis Boko Haram. Boko Haram, pas beaucoup de Boko Haram. Et quand vous regardez encore le Nozo, ça veut dire que quand un président est combattu. Mais il est combattu par qui? Je suis la majorité. en train de parler. Laissez-moi vous donner mon expérience. Pour comprendre un peu mon expérience. Alors, ça veut dire que quand le président Biya, un jour, a dit le Cameroun n'est pas la chasse gardée de personne. L'Europe a réagi. La France, nommément. À l'époque, c'est Chirac qui était Premier ministre. Il a fait un aller-retour pour venir déclarer ici à Yaoundé que oui, bien sûr, le Cameroun n'est pas la chasse gardée. Parce qu'à l'époque, les Allemands voulaient venir. Il fallait mettre les barrières. Quand je parlais de l'homme fort, quand on a installé le premier homme fort, avec des accords secrets,
c'est peut-être pour favoriser et protéger les intérêts de quelqu'un. Quand c'est quelqu'un, dont le colon, sent qu'il y a un parti qui ne veut pas le système colonial, on a organisé d'exterminer ces partis. Alors, les mêmes lois sont là. On a maintenant, le président a fait un effort. Je ne suis pas son avocat, mais je constate. A fait un effort qu'il faut qu'il y ait plusieurs partis politiques. Bon, il était obligé, il a voulu vraiment, mais il a fait un effort. Les partis politiques sont là, mais ne doivent pas fonctionner. Oui, ça on l'a dit, nous on veut comprendre pourquoi on n'est pas en train d'appliquer ce plan-là, rigueur et moralisation. J'ai dit que le premier programme est complètement coupé en petits morceaux. Ah d'accord. Alors, les partis sont là, mais ne doivent pas fonctionner. Regardez ce qui se passe. Si un parti n'a pas de représentants à l'Assemblée, ça veut dire que la loi met ces partis hors jeu. Donc, on ne peut pas voir les représentants à l'Assemblée si vous n'avez pas la possibilité d'organiser votre parti et de participer légalement à l'élection. Donc, on a mis les barrières partout. Mais c'est lui qui a créé d'abord l'idée de l'homme fort pour favoriser la protection de ses intérêts. Il est là. Pour vous, c'est la France. Oui, il est là. Quand maintenant, je peux même avoir des preuves, si vous voulez, je peux vous les donner. Quand Macron, quelque chose comme ça, est venu au Cameroun, je ne maîtrise pas son nom, alors est venu au Cameroun, il a parlé, mais il a dit que l'autre parti, c'était un parti impérialiste. Il devait dire ce pays est aussi impérialiste comme nous. Voilà un menteur qui veut vous tromper. Parce qu'il a mis sur le terrain tous les pièges pour gérer ces pays. Et un président qui n'applique pas ses accords, plusieurs ont sauté. Et aujourd'hui, ceux qui financent le terrorisme que vous voyez, ceux qui financent Boko Haram, ceux qui financent le Nozo, sont ceux qui veulent basculer le régime de Yaoundé en faveur d'un autre qu'on veut placer. C'est là le jeu de pion. Le jeu politique. Mais qui a autorisé maintenant? Pourquoi on n'a pas encore fait un effort? Si on veut démocratiser, qu'on avance et qu'on casse toutes ces petites lois qui mettent tout le monde hors jeu, c'est là où on réclame que le président vous avait proposé. Essayez maintenant de faire appliquer. Les partis sont là, mais ils ne peuvent pas fonctionner. Et le système, pour gagner même un marché, vous ne pouvez pas gagner un marché si vous êtes de l'opposition. Ce n'est pas possible. Donc, le système au Cameroun, j'ai utilisé dernièrement un terme qui est assez normal, que quand la papaye est trop mûre, elle tombe. Mais aujourd'hui, quand on parle que le président est trop vieux, il y a les lois au Cameroun où vous pouvez faire un autre acte de naissance. Là, il sera plus trop vieux. Par exemple, je retiens que le ministre dit que rigueur et moralisation, c'est découpé en morceaux. Il n'y a rien à en tirer, rien à en dire parce que ça n'existe pas, tout est pourri autour. Et lui, il pense que pour le reste, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y en a qui veulent préserver leur siège à tous les prix parce qu'au cas où ils n'obéissent pas, on va les remplacer par ceux qui viendront obéir. Donc, pour cette raison-là, on est obligé d'être dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. À votre avis, M. Mengue, rigueur et moralisation, où en est-on? Ce grand projet qui était très salutaire pour le Cameroun. Rigueur et moralisation au crépuscule d'un régime de plus de 41 ans aujourd'hui. Non, à l'époque, ce n'était pas encore 41 ans. C'était le démarrage de ces 41 ans. Bien sûr, c'était le démarrage, c'était l'entame. Lorsque cette
grande thématique, ce grand canevas est annoncé, moralisation et rigueur. De quoi? De la ressource, de la gouvernance publique en fait. C'est-à-dire, c'est la gouvernance publique qu'il faut moraliser, il faut introduire la rigueur dans la gouvernance publique. La gouvernance publique, de quoi? Des ressources publiques, qui ne sont pas que des ressources institutionnelles. Bien sûr qu'il y en a aussi, mais qui ne sont pas que des ressources d'ordre social, mais surtout la ressource économique, c'est-à-dire la mobilisation de la ressource publique économique. Comment est-ce qu'elle est dispatchée pour garantir un État égalitaire, une nation de liberté et de justice. Ce sont les biens du patron. Justement. Le Cameroun est le bien de la France. Justement. Si vous êtes là, vous devez être un bon gardien de leurs biens. Nous n'avons rien. Oui, je voudrais... Parce que monsieur le ministre a une certaine pesanteur, il s'est présenté un peu sur la corrélation entre les régimes post-coloniaux et leur capacité de pouvoir diriger de manière autonome. C'est pour cela que je vous ai fait comprendre que le Cameroun est l'un de ces rares pays, les derniers pays de la zone francophone où on vénère encore les présidences à vie. Parce qu'il faut établir une relation forte entre le régime des présidences à vie et la pensée coloniale. Parce que la pensée coloniale à laquelle vous faites allusion empêche justement, la légitimité de nos dirigeants. Parce que la pensée coloniale ne voudrait pas que les dirigeants soient légitimes, c'est-à-dire qu'ils rendent compte au peuple. Voilà. Et la pensée coloniale a un autre problème, c'est qu'il faut absolument éviter le développement. N'oubliez pas que la pensée coloniale telle qu'elle a été marquée dans le discours de Brazzaville en 1944, c'était quoi? Faire de l'Afrique un réservoir de matières premières et un déversoir des produits manufacturés. Ça fait donc que la pensée coloniale, pour maintenir les présidences à vie, entretient un levier en dessous, qui est lequel? La corruption. Parce que les présidences à vie vivent de la corruption. Il faut que la corruption, qui est un tort dans la gouvernance publique des ressources, soit un levier important. Parce que la corruption entretient monsieur le président à vie et son environnement le plus proche. Et cette corruption-là est un tort. Un tort aujourd'hui qui affecte la rigueur et la moralisation. Et la corruption aujourd'hui, si on s'en tient aux données de nos institutions qui ont souvent un problème avec les chiffres, mais qui peuvent quand même donner certains chiffres. Nous sommes à plus de 400 milliards chaque année qui vont dans le cadre des détournements et de corruption. C'est-à-dire quand l'État du Cameroun n'a rien perdu, c'est entre 350 milliards et 400 milliards. Allez interroger le TCS. Il a certaines données allant dans ce sens. À côté d'un endettement qui va crescendo. C'est très important parce que... Non, je vous en prie. C'est beaucoup plus. Oui. Largement beaucoup plus. Je vous donne un petit exemple. Orange, qui gagne 12 milliards par jour. Téléphone. Ils ont 12 millions d'abonnés. Et quand les 12 millions utilisent 1000 francs par jour, ça fait 12 milliards qui partent. Donc ce que vous dites, c'est largement beaucoup plus. D'où j'ai parlé des lois de 53, 54 qui sont appliquées. Et ça explique tout le reste. Oui, justement, et on s'approche donc sur ce principe que la corruption et le détournement qui entretiennent le régime éternitaire et leurs lieutenants est un avantage pour la pensée coloniale. Ça passe, c'est une triangularité, c'est-à-dire ça va de pair. Si bien donc la malgouvernance est la bienvenue dans une arène de présidence à vie. Pourquoi? Parce qu'on ne se soucie pas du service public, du bon service, on ne se soucie pas de la justice sociale, on se soucie d'entretenir les réseaux qui vous maintiennent là. Et ces réseaux n'ont que pour humus ou pour menu préféré la corruption et le détournement qui affectent donc la rigueur, qui affectent la moralisation dans la vie publique, dans la gouvernance publique, de la ressource publique. Automatiquement, on tombe dans un endettement, un surendettement dont l'objectivité et l'utilité, on a du mal à voir leur effet sur le terrain. Je vous parlais donc de 2006 à ce jour. Nous partons de 900 milliards à plus de 12 500 milliards de dettes, sans objectivité, sans
sans rentabilité, parce que la dette n'est pas un problème pour un pays, mais le problème c'est de savoir que faisons-nous de cette dette-là, où elle va. Elle se retrouve dans le réseau de la corruption. On va permettre qu'il aille jusqu'au bout. Juste un peu du piment. La dette en question, a été multipliée fois 2 quand on a dévalué le franc CFA. Ça veut dire que cette dette n'est pas réelle. C'est une dette politique. D'accord. Nous sommes en 1994, qui est la dévaluation. Je vous parle de 2006. Ça veut dire quand on finit le point d'achèvement, la dette elle est apurée. Nous avons donc une diminution consistentielle de la dette qui reste à 900 milliards. Et on a une réoxygénation en vue depuis les 950 milliards sur le CD2 qui finit en 2026. Ça veut dire que le Cameroun avait la possibilité, partant de 2006, à pouvoir garnir son économie, la positionner, la relancer pour qu'il y ait un impact social, économique positif. Absorber le grand nombre de jeunes que nous avons aujourd'hui qui sont en errement. Allez demander la colonie des jeunes qui sont en Europe, des Camerounais. Rien qu'en Allemagne, ils sont plus de 11 000 aujourd'hui. Et ce n'est pas n'importe quelle jeunesse. Ils sont quasiment tous des ingénieurs. Au Cameroun, tous les mois, depuis les 3 dernières années, ils sortent en centaines pour aller au Canada. Vous comprenez? C'est parce que le régime RDPC s'est approprié de la ressource publique en manquant de rigueur et de modernisation pour créer les conditions d'employabilité décentes. Bon. L'employabilité décente au niveau du Cameroun et s'est soucié juste d'un problème, préserver son pouvoir en connexion avec la pensée coloniale. C'est pour ça que tous ces thèmes-là, les 2 thèmes que vous avez développés là, tous ces thèmes-là vont ensemble. Bien entendu. Ils vont ensemble. Ils sont ensemble. Et ça fait donc aujourd'hui, nous avons... Les 2 thèmes sont les 2 piliers qui maintiennent quelqu'un debout. Nous sommes donc aujourd'hui, nous interroger. Je vous ai fait comprendre aujourd'hui qu'on ne gère pas un État pour le plaisir de gérer. On a le souci de léguer un héritage. S'il y a donc des écueils, des manquements, des défaillances sur le plan politique, de faire asseoir un État de droit, un État qui respire par la loi, on constate qu'il y a des manquements également sur le plan social et économique. Monsieur Biya va laisser ce pays à genoux. Il sera tellement endetté. Et surtout que les éléments économiques, en termes infrastructurels, sur lesquels on pouvait compter, pour qu'ils soient opérationnels, de manière à rembourser la dette, ne l'ont pas été. Parce que quand on s'endette, peut-être pour gagner notre parc infrastructurel, on s'attend à ce qu'il y ait une rentabilité. Ouais. Mais si ces projets ne sortent pas du sol, si pour les mêmes projets, on s'endette 2, 3, 4 fois, si pour les mêmes projets, pendant qu'on s'attend à ce que le niveau de vie, on dit lutte contre la pauvreté, puisse être élevé, on voit plutôt à côté une fiscalité asphyxiante, où tout est fiscalable. Tout est aujourd'hui imposable au Cameroun. Même la taxe d'ordure existe. Vous voyez? Donc on est face à un État qui est plus enclin à torturer, à étrangler le peuple, à racler l'os, qu'un État qui sert le peuple. Et ça cause des problèmes de rigueur et de moralisation. Monsieur le maire, j'ai pas besoin de résumer, il a été suffisamment clair. Tout part des pactes, on va dire ça entre guillemets, signés entre les présidents, entre guillemets, illégitime pour beaucoup, parce que lorsque vous tirez votre légitimité de vos amitiés avec l'extérieur, et après vous n'appliquez pas vos projets, le ministre a essayé d'amender un peu le président en expliquant que le coup d'État l'aurait fragilisé un tout petit peu, l'empêchant de se déployer comme il aurait voulu au départ. Mais toujours est-il que lorsqu'on écoute les 2 premiers qui se sont exprimés, il en ressort qu'il y ait un refus radical d'appliquer ce qu'il faille pour que les Camerounais soient confortables, et qu'on a installé une sorte de corruption au Cameroun qui est un tout petit peu le sang qui circule dans vos veines pour faire tourner le pays. Et du coup, conclusion de course, pas de rigueur, pas de moralisation. Des guettes en a plus fini, parce que c'est le mot qu'il n'a pas voulu prononcer. Quand il cite des projets qui ne sortent pas du sol et qui pourtant ont but d'argent, ça revient à toute la série de guettes que les Camerounais attendent des solutions depuis longtemps. Oui. Rigueur et moralisation. Le développement qui est fait par le militant du MRC, on peut effectivement penser qu'il n'y a pas de rigueur et de moralisation. Et je voudrais d'abord élever ce que j'appelle souvent leur mauvaise foi. La mauvaise foi du MRC, qui consiste à peindre tout en noir. Parce que, même si c'était une épreuve scolaire scientifique, je ne pense pas que la démarche pourrait permettre
qu'on en arrive à faire un bilan de quelqu'un qui a fait 41 ans au pouvoir et qu'on ne ressorte aucun élément positif. Ça ne peut relever que de la mauvaise foi. Ça, il faut le relever. Et ça biaise la réflexion et l'analyse. Moi, je me rappelle que quand j'étais élève, j'ai appris à faire la dissertation seulement en suivant les journaux de 13 heures, la manière dont les journalistes présentent au journal. C'est pour ça que j'ai un volet éducatif quand je suis dans un média. Il y a des élèves qui étudient. On ne peut pas, pendant 3, 4, 5 minutes, ne dire que des mauvaises choses sans relever les contraintes qui sont réelles, que le ministre a bien fait de souligner. L'autre dit, il ne veut pas dire qu'il applaudit la situation actuelle. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment parler sans qu'on j'ai écouté les autres. Vous attestez le fait que le coup d'État a changé la trajectoire du président Biya. Et cette manière de m'interrompre n'est pas police. On va faire ça quand chacun va parler. Laissez que moi aussi je parle et vous aurez le temps d'arranger. Et tout à l'heure, lorsque le MRC développe tout ce qu'il a eu à développer, c'est comme si lui, il ne vit pas dans ce pays. C'est comme s'il ne connaît pas les difficultés auxquelles le Cameroun a été confronté, aussi bien au plan politique, au plan sécuritaire, au plan économique, les différentes guerres, les crises financières internationales. Il ne relève même pas pour la bonne... Ça, c'est la récitation, monsieur le conseiller. Ça, c'est la récitation. Vous avez parlé, je n'ai pas invoqué une conjoncture de circonstances pour pouvoir l'appuyer sur un 41 ans. Je vous vois déjà venir la guerre en Ukraine. Elle dit que de moi, elle a fait 2 ans. Je vous vois venir. Non, c'est que nous avons déjà suivi tout cela. On ne peut pas expliquer un échec de 4 décennies sur les conjonctures de circonstances d'hier. La guerre en Ukraine, Boko Haram, le Nozo, ça... Le date de 2016. On ne parle pas seulement pour entre nous. Non, c'est ça. Non. Pour ceux qui ne... les Camerounais ne peuvent pas continuer à vous excuser sur vous avez un talent d'explication. Vous ne pouvez pas justifier un échec de plus de 40 ans sur une politique de conjoncture. Ce n'est pas digeste. C'est Monsieur Mengue. Les conjonctures ne sont pas... Les autres pays de l'Afrique respirons. Je respire. Ce qui est important, monsieur le maire. Oui, vous savez, pour vous, ça va être indigeste, mais pour d'autres, s'il vous plaît. Je suis encore le capitaine du bateau. Je juge encore de ce qui peut être digéré par mes téléspectateurs. Je voulais juste dire, pour monsieur le maire, que vous parlez de thèse, antithèse et synthèse. Je suis d'accord. Je vais considérer donc que ce que vous jugez comme la thèse, c'est ce que vous dites, et que l'antithèse, c'est l'opposition à ce que vous dites qu'il y a sur le plateau, et je suis la synthèse sur ce plateau. Donc, une seule personne n'est pas obligée d'aborder tous les pans d'un sujet, chacun est libre de prendre son bout. Il a pris son bout, prenez le vôtre et montrez-nous dans le côté positif. Sur le plan économique, pour le justifier. C'est pas pour appeler M. Mungu à respirer pendant 3 minutes également. Je voudrais justement rappeler que ce soit sur le bilan politique ou il n'a relevé aucun... Je suis à rigueur et moralisation. J'y arrive. D'accord. Que ce soit ce qui a déjà été dit, ou lui, il a peint tout en noir. Je voudrais rassurer les Camerounais. Et d'ailleurs, ils sont nombreux qui, n'est-ce pas, continuent à nous faire confiance. S'il fallait s'en tenir à ces quelques... ceux qui interviennent là, on penserait que tout va mal. Mais si on fait là un tour dehors, on comprendrait que le Cameroun est... Les Camerounais sont en unisson avec leur chef de l'État. Heureusement, ils sont nombreux à nous faire confiance. Maintenant, rigueur et moralisation. Mais je pense que c'était même le mot que le ministre a utilisé d'entrée de jeu. La rigueur, c'était un principe moral qu'on peut évaluer les résultats. C'est les mêmes qui disent que on ne fait pas de rigueur, qui nous accusent le parti d'avoir tout un gouvernement en prison. Mais si ce n'est pas la mauvaise foi, c'est quoi? Mais le chef d'État a toujours un point d'honneur, a toujours réservé un point d'honneur à la rigueur. Il y a la moderation. Et c'est quelque chose qui est resté permanent dans sa marche, dans sa gestion du pays. La preuve, on a tout un premier ministre qui est emprisonné pour des questions de malgouvernance. De quelle rigueur parle-t-on? On voudrait une rigueur qui tranche les têtes, comme ce fut à l'époque du parti unique, mais on n'est pas là. Lorsqu'on a accepté d'entrer dans la démocratie, cela suppose que la démocratie emporte aussi des valeurs. La rigueur ne veut pas dire on découpe les têtes.
La rigueur veut dire quelqu'un est indexé, la justice est saisie du problème, la procédure est ouverte, on prend le temps qu'il faut pour s'assurer qu'il est coupable et la sanction s'applique. Et je pense que tous les cas avérés qui ont été portés à l'attention des chefs de l'État et même des tribunaux, la loi a été appliquée. Et je ne peux pas penser qu'en même temps que les prisons sont pleines de détourneurs de fonds publics, en même temps on dise qu'il n'y a pas rigueur. Et ils veulent ignorer qu'on est dans un contexte démocratique qui, n'est-ce pas, est en phase avec les libertés. On ne peut pas en même temps revendiquer les libertés, en même temps dire qu'on n'est pas rigoureux. On ne peut pas en même temps ouvrir l'économie, parce que le Cameroun est dans une économie ouverte, une économie libéralisée. En même temps ouvrir l'économie et penser qu'on fait du mal parce qu'on a beaucoup de barres. Mais en fait, il est question pour les citoyens de se mettre à la hauteur de la démocratie. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. D'un côté, on n'est pas rigoureux, d'un côté, on n'est pas démocrate. Pourtant, démocratie s'accompagne avec liberté. Et je peux vous rassurer que depuis que le chef d'État est au pouvoir, la moralisation n'a été que son cheval de bataille. Je ne pense pas qu'il y ait un jour qu'il ait donné une orientation ou qu'il ait fait passer une proposition, un projet de loi qui tendait à encourager quelque chose qui ne soit pas dans le sens de la morale. Vous avez même vu. Je suis avec vous, hein, ça vous avez même vu. Parole. Oui. Quand vous regardez notre société aujourd'hui, elle est trempée dans la morale. Mais je peux vous dire sans avoir peur, Oui. notre société est trempée dans la morale. Ce que les gens ne comprennent, ce que les gens doivent comprendre, c'est que il faut faire le rapport. Le ministre l'a dit. Au temps d'habitude, nous étions à 4 millions de Camerounais. Nous étions à 6 millions de Camerounais. On en est aujourd'hui à 40 millions de Camerounais. On ne peut pas avoir la même facilité, la même capacité à gérer, comme quand on gérait 2 millions aux États-Unis. Les mêmes mots qu'il y a au Cameroun sont aux États-Unis, sur le plan moral, et même pire. Je voudrais vous rappeler que la moralisation au Cameroun est quelque chose qui est encore, une valeur qui est encore partagée par la majorité des Camerounais. Il ne faudrait pas qu'on se limite à quelques brebis égarés qui nous font croire que tout va mal. Je pense que la famille est le socle où la morale est appliquée et je ne connais pas qu'il y ait, je ne pense pas que dans nos familles, la majorité des familles ont abandonné la morale. Parce que quand on dit moralisation, on n'a pas dit morale publique, elle est même la morale privée, la morale familiale. Ce sont nos valeurs qui sont promues à travers la morale. Alors, rigueur, c'est l'exigence du respect des normes et des règles. Je pense qu'à ce niveau, on peut critiquer. Et c'est ce que je veux qu'on comprenne. Même à RDPC, on n'a jamais dit que tout était bon. Mais leur discours est de faire croire à l'opinion que nous on dit que tout est bon. On a bien des choses qu'on peut relever, qui ne marchent pas. Mais généralement, dans les plateaux, ils font exprès de nous empêcher de parler pour qu'on arrive même à nous-mêmes à relever ce qui ne marche pas. Donc, le discours du FPC n'a jamais été de dire que tout était rose. Et c'est ce qu'ils veulent nous faire dire. On a des problèmes qu'on peut aussi relever. Si vous me faites parler là, moi je peux vous dire quelles sont les choses que je peux regretter au plan politique et économique. Mais, comme vous avez votre agenda, vous faites fi de tout ce qu'il y a que nous, on a comme effort, on a fourni comme effort, et des difficultés qu'on aimerait améliorer. Mais moi, j'aimerais dire pour l'opinion que, autant les partis d'opposition ont des choses qui relèvent, qui ne marchent pas, autant au sein du RDPC, on a relevé des choses qui ne marchent pas et qu'on est prêt à améliorer. Mais qu'ils cessent de faire penser aux gens que, au RDPC, on dit que tout est rose, tout est rose. Et on sait que tout n'est pas rose. Il y a eu des avancées, il y a aussi des reculades. Tout comme à l'opposition, il y a des choses qui ne marchent pas et celles qui marchent. D'accord. On parlait de rose, Si vous faites 2 secondes. Vraiment, 2 secondes, monsieur le ministre. Je voulais dire à monsieur le maire que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit, parce qu'il a reconnu officiellement qu'il y a un gouvernement entier en prison. Pour quel intérêt pour le Cameroun? Non. Des questions de rigueur. Non. Quel intérêt pour le Cameroun? Ça veut dire que tout le monde qui se plaint, a raison. Puisque nous reconnaissons qu'il y a même un gouvernement entier qui est en prison. Ceux qui se plaignent, ils ont aussi raison. Monsieur le Président, à votre avis, rigueur et moralisation, où est-ce qu'on en est?
Bon, la vérité, c'est que moi, je vous sais très perspicace. Et vous savez comme moi que même les gens du RDPC n'osent plus parler de rigueur de moralisation. Ils ne parlent plus de ça. Pourtant, j'en parle. Non, ils ne parlent plus de ça. D'autant plus que ça ne vient pas de... Vous savez, c'est depuis le congrès de l'UNC qu'on a commencé à parler de rigueur de moralisation. Et je pourrais bien aussi aller dans le sens du ministre pour dire qu'il y a eu... des bouleversements qui ont peut-être torpillé la trajectoire. Mais je pense que l'histoire nous dira très bien ce qui s'est passé. Mais je voudrais prendre pour commencer monsieur le maire Romo. Il a dit tout ce qui a été porté à l'attention du président de la République, il a agi. Nous, au mouvement réformateur, par exemple, lorsqu'on a annoncé cette affaire de péage automatique, nous avons commis une étude. Nous avons fait des recherches. Nous nous sommes rendus compte que le péage automatique était annoncé à 36 milliards à l'époque, puis après c'est passé à 42 milliards, quelque chose comme ça, pour la construction de 14 postes de péage automatique. Nous nous sommes rendus compte, nous avons fait une étude contradictoire pour nous rendre compte qu'en fait, ces péages-là ne pouvaient pas coûter plus de 5 milliards de francs CFA. Ça a été fait 42 milliards, alors qu'une étude contradictoire dit. Bon, mais après, nous avons regardé le rapport de l'étude, parce que le maître d'œuvre qui avait été choisi par le gouvernement pour faire cette étude payait plus de 2 milliards de francs CFA pour faire seulement l'étude. Dans ses conclusions, il a dit qu'il ne pouvait pas avoir de péage automatique au Cameroun dans le contexte actuel. Ça veut dire que le ministre des Travaux publics paye une étude, commande une étude. À 2 milliards. À plus de 2 milliards. L'étude dit qu'on ne peut pas avoir de péage automatique au Cameroun. Il n'y a pas de route. Mais on annonce quand même les péages automatiques. Mais on s'engage quand même à faire les péages automatiques. Bon, c'est automatique. C'est mis. En fait, l'étude a dit... Il y a une manque de l'argent pour moi, c'est semi. L'étude a dit, pour être précis, que à la limite, on pourrait parler de péage semi-automatique. Voilà. C'est donc ce qu'on a là. Donc, ça veut dire que, en fait, à la fin, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que le gars qui a fait les études, je ne voudrais pas faire la publicité de cette entreprise, se retrouve dans le consortium qui est en train de travailler. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez que moi, je fais les études, je suis maître d'œuvre, donc je suis censé être le contrôleur de celui qui fait les travaux. Mais moi, je suis en train de faire les travaux dans le consortium. Donc, ça veut dire qu'on fait un PPP, il est dedans. Voilà. Et puis... Au Cameroun, c'est normal. Et puis, dans les études qu'il fait, il n'a même pas payé plus de 2 milliards, il n'a même pas fait des études de trafic routier. Il a pris les éléments que l'administration lui a donnés. Donc, nous avons fait ce travail. Nous avons relevé particulièrement que ça, c'était une manière de détourner, une manière officielle de détourner les fonds du péage, puisque tous les fonds du péage devaient être remis aux concessionnaires après. Vous comprenez? Cette étude a été portée à l'attention de toutes les autorités, y compris au président de la République. On est en train de faire ces péages. Donc, quand vous dites que tout ce qu'on a présenté au président, non, ça, on a un exemple. Parce que nous, au mouvement réformateur, on essaie d'être factuel. Monsieur le président. On essaie non, ne le relancez pas, c'est mon job. Donc, ça, ne le relancez pas sur ce coup. Donc, c'est pour dire que vraiment, il faut être courageux aujourd'hui encore dans le contexte actuel pour parler de rigueur et moralisation. Vous savez, c'est vous les journalistes qui nous parlez souvent de Kangate, de Covid-gate. Olymbe-gate. Et le Premier ministre tout récemment a réuni tous le gouvernement pour parler des routes de Yaoundé. Pendant la CAN, il y a eu le budget pour refaire toute la voirie. Absolument municipal. Pour refaire toute la voirie. La CAN s'est passée, ça fait à peine 2 ans. Donc, on est censé avoir refait toute la voirie de Yaoundé. Et de Douala. Je ne reste qu'à Yaoundé, évidemment, c'est la voirie de toutes les villes qui habitaient la CAN, a priori. Mais je pense, le cas de Yaoundé, puisque le Premier ministre tout récemment a parlé de Yaoundé. Donc 2 ans après qu'on ait sorti les budgets, qu'on ait exécuté les travaux pour refaire la voirie, 2 ans après, le Premier ministre lui-même appelle ses ministres pour dire que Yaoundé, la voirie de Yaoundé. On appelle ça quoi? Donc je peux dire qu'on ne peut pas parler aujourd'hui
de rigueur et moralisation. Et à côté de ça, vous avez, on va quand même donner des médailles. On va quand même donner des médailles. On va quand même donner des médailles aux gens qui n'ont pas réussi à mener des projets de la CAN. Vous comprenez ça? Aux gens qui ont... Donc ça veut dire que même les organismes internationaux ont parlé des détournements des fonds du Covid. On va quand même donner des médailles aux gens pour eux. Donc, vraiment, je pense que venir sur le plateau, parler de rigueur de moralisation, lorsque les Camerounais souffrent chaque jour, parce que si ça restait au niveau officiel et que ça n'avait pas d'impact sur le quotidien de nos concitoyens, bon, à la limite, on pourrait fermer les yeux. Mais vous savez, si les Camerounais souffrent aujourd'hui, c'est à cause de ça. C'est à cause des projets qu'on n'arrive pas à gérer. Ça veut dire que des projets qui nous endettent énormément. Je prends un autre exemple parce que, comme je dis au moment reporter, nous allons être factuels. Vous avez un projet comme l'autoroute Edea Kribi qui était annoncé autour de 400 milliards, qui va coûter finalement plus de 700 milliards, je crois 760 milliards, et c'est 100 km d'autoroute. Ailleurs, on fait ça à 200 milliards. Quand vous avez ce type d'endettement, aujourd'hui, quand vous regardez la structure du budget de l'État, plus de la moitié des sommes recueillies au titre de la fiscalité va au paiement d'une dette qui n'arrive pas à développer le pays. Comment est-ce qu'on peut encore parler de rigueur et moralisation? On ne peut pas. Donc, je ne sais vraiment pas pourquoi on peut encore parler de ça aujourd'hui. Je crois que le RDPC lui-même ne parle plus, d'autant plus que ce n'est pas eux qui ne parlent plus de rigueur. Ils ne parlent plus de rigueur et de moralisation. Eux-mêmes, ils n'ont plus le courage. Je pense que les gens qui ont accompagné le président Biya... Le RDPC parle de ça. Il a reconnu que tout le gouvernement est en prison. Les gens qui ont accompagné... le président Biya, au début, dans les années 83, lors du dernier congrès de l'UNC, où on a parlé effectivement de rigueur et de moralisation avant l'avènement du... Je pense que tous ces gens-là doivent avoir honte aujourd'hui. Non, ils n'ont pas honte. Je crois qu'ils doivent avoir honte. Et je pense que le président Biya lui-même doit beaucoup souffrir de ça. Parce que le pays est à la dérive. Et c'est la moindre des choses qu'on peut dire. C'était une idéologie qui avait beaucoup de valeur. Et moi, je vais vous dire, monsieur le président, parler comme vous dites là, c'est comme si rien n'est fait. En réalité, qu'est-ce qui est même déjà attendez, fait? moi, je vais vous dire, monsieur le président, dites-moi les cas que vous relevez là, qu'est-ce qui est à déjà supposer fait? qu'ils soient avérés. J'ai l'impression que vous voulez que, à peine vous parlez d'affaires du péage, 2 jours après, les têtes tombent déjà. C'est pas ça la procédure. Les cas que vous relevez, s'ils venaient à être avérés, vous verrez le moment venu que les comptes seront faits. J'ai l'impression que pour les Camerounais que nous sommes, nous voulons vraiment un dieu d'Italion. Œil pour œil, dent pour dent. À l'instant qu'il y a faute, à l'instant on tranche. Je voudrais vous faire remarquer que ces dossiers ce sont des dossiers de l'État qui ne se perdent pas. Ça va prendre le temps que ça peut prendre. L'État fera justice, l'État vérifiera qui a fait quoi. Que ce soit le Covid, que ce soit la CAN, aucun dossier n'est perdu. Mais peut-être que tous les Camerounais seront morts en ce temps. Je comprends, mais ce n'est pas ça le souci d'un État de vite faire avant que quelqu'un ne meure. Le souci de l'État est de s'assurer que la justice est de l'État, ce n'est pas de protéger la vie. Il ne faudrait pas que, à peine vous faites une déclaration comme celle-là, et le chef d'État s'en saisisse comme si c'était une parole d'évangile, il envoie quelqu'un en prison. Il y a une procédure. L'étude date depuis 2 ans. L'étude date depuis 2 ans. L'étude, 2 ans, c'est pas beaucoup. Le temps de comprendre et d'instruire une procédure. Il faut des contre-expertises. À l'issue desquelles on peut voir qu'il y a eu des tournements. D'accord. Ça prend du temps. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'on m'a annoncé 14 postes automatiques et que j'ai des semi-automatiques au Cameroun où on plante toujours l'argent avec les mains. Voilà où j'ai pu regarder. Qui a parlé des postes automatiques. Automatique. Non, c'est automatique. Comment c'est automatique? Non. Le projet, c'est de construction de 14 postes automatiques. Automatique. Pour l'instant, je vois encore les gens qui nous tendent la main en route et je suis inquiète. C'est vraiment 30 secondes pour tous les deux. Non, moi j'ai une proposition. Oui. Cette proposition, c'est une logique. Quand il y a un budget, à la fin de la période, il faut sortir un bilan. On ne sort jamais de bilan au Cameroun. Ça veut dire que même si on a détourné quoi,
on ne saura jamais rien. Voilà. Et ce que dit le maire, c'est une façon de parler pour ne rien dire. Puisque ce qui se passe, tout le monde sait que ça ne marchait pas. Des milliers de cas, ça ne marchait pas. Moi, je vous assure que le jour où l'on va faire un budget et faire un bilan, à partir de ce moment, on verra que cette période, ce que nous avons prévu est réalisé ou non. Donc, comme ça ne marchait pas, il ne faut pas chercher à prouver le contraire. Ça ne marchait pas. Je voudrais dire en quelques secondes que les Camerounais nous suivent et je crois qu'au terme de cette émission, ce qui a retenu sans toutefois aller fouiller dans ces ménages, les Camerounais doivent comprendre que le régime RDPC, le jour que le président de la République, M. Biya, est rappelé, comme tous les humains seront rappelés, ce sera la fin d'un tel ordre. À rappeler au paradis rappeler, nous avons un dénominateur commun qui est le renouvellement naturel. Au paradis. Alors je dis, il revient aux Camerounais de prendre conscience que un ordre politique inspiré du RDPC n'a plus lieu d'être au moment où toute l'Afrique est en phase de révolution. Il faut aller penser le Cameroun dans une autre sphère et non dans la sphère RDPC parce que on ne peut rien attendre de ceux qui seront après M. Biya venant du même ordre politique. Sinon, on risque encore faire 50 ans, on risque faire 50 autres années en train de descendre dans l'enfer. Donc, changeons de paradigme politique, changeons de cap politique. Le RDPC et M. Biya n'ont pas été une référence pour le Cameroun qui se meurt aujourd'hui. D'accord. 30 secondes. Oui. 30 secondes et même plus parce que... 30 secondes. Oui, 30 secondes pour dire que d'abord je remercie les Camerounais, les confrères, les concitoyens camerounais, les militants camerounais qui depuis 41 ans continuent à croire au projet du RDPC. Parce que quand nous on parle du RDPC, on ne parle pas que du président Paul Biya. C'est un parti politique qui a une idéologie. Et quoi que les gens disent, quoi que les gens pensent, il n'y a aucun parti au Cameroun ou en Afrique et au monde qui soit irréprochable. Le RDPC a ses faiblesses, il en est conscient, il travaille pour les améliorer. Et aussi longtemps que les Camerounais nous feront confiance, nous allons travailler. Le chef de l'État a dit... Non, 30 secondes. Bon. 30 secondes. Ok, bon, peut-être, mais 30 secondes, je les prendrai pour renouveler notre appel au président Biya. Pensons que le pays est à la dérive. Je pense qu'à l'occasion, puisqu'on célèbre ses 41 ans de magistère, je pense qu'il peut encore aujourd'hui faire en sorte que le Cameroun se mette sur une bonne trajectoire. Nous, au mouvement réformateur, nous avons pensé qu'un gouvernement d'union nationale capable de résoudre les problèmes, des crises graves. Nous n'avons pas parlé de problèmes comme la crise sécuritaire, mais nous avons des crises graves au pays et il faut que les Camerounais, parce qu'au mouvement réformateur, nous parlons unité d'abord, unité, liberté, modernité. Mais nous parlons unité d'abord. Je pense qu'il a encore la possibilité aujourd'hui de réunir les Camerounais, de faire en sorte qu'on aille vers la bonne direction. Sinon, après, ça sera très grave. Et moi aussi, 30 secondes. Parce que ce que le président a dit, j'ai crié ici en disant qu'il peut encore changer. Parce qu'il avait un programme qu'on a saboté, mais il peut encore changer. Nous reconnaissons tous que ça ne marche pas, que les prisons sont remplies, que nous sommes des experts dans tout ce qui est mauvais. Quand un fou reconnaît qu'il est fou, c'est un premier point de guérison. D'accord. Si le RDPC ne veut pas reconnaître qu'il y a des fous parmi eux, la situation devient de plus en plus irrécupérable. Merci. On le rappelle, à partir du 14 novembre, Info Télévision passe de la fréquence 307 à 317 sur Canalsat. Retenez cela dès aujourd'hui et surtout soyez escortés pour suivre le mouvement avec votre chaîne préférée. Merci Ismaël, merci Belvan, merci Jean-Martin Kenfak, merci à Célestin Thomo, respect du dos de Neva. À demain, 17h, pour un autre numéro de votre émission, Le Grand Soir.